Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc aujourd'hui, nous recevons un invité spécial dans le cadre du concours BookTube Livre-toi, dont il est porte-parole. Nous avons le grand plaisir de recevoir Aline Daillé, alias Webster. Actif depuis les années 90, Webster est un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il est aussi auteur et conférencier au sujet de l'esclavagisme au Québec et de l'écriture créative du français à travers le rap. Il vient nous parler de son amour de la lecture, des causes pour lesquelles il milite et de son parcours. Bon épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue à quatrième lieu. Mon nom est Jules et j'ai le bonheur de co-animer aujourd'hui avec Marie-Ève Plamondon qui est bibliothécaire à Arts et littérature à la Grande Bibliothèque et nouvellement intervieweuse de podcast. Allô, je suis super contente d'être là. Parfait. Je veux dire un gros merci Webster d'être avec nous aujourd'hui puis d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est apprécié. Est-ce que tu peux te présenter vite fait à nos auditeurs? Oui, donc je m'appelle Aline Daillé, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop du quartier Limoilou à Québec. J'ai commencé à faire du rap en 1995, ce qui est désormais un métier. Mais j'ai aussi une vie parallèle en tant que passionné d'histoire et qui, avec le temps, je me suis spécialisé dans l'histoire de la présence noire, afrodescendante et africaine et l'esclavage au Québec et au Canada depuis l'époque de Samuel de Champlain. Donc, je navigue toujours entre le rap et l'histoire. Parfait. Peux-tu nous parler un peu de l'origine du nom Webster? Au début, c'est venu d'où? Oui, en fait, j'ai envie de dire c'est dans la plus pure tradition des surnoms. C'est-à-dire que je ne l'ai pas choisi. Okay. Ça m'a été imposé par les gens autour de moi, parce que j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours été un rat de bibliothèque, donc je me sens chez moi ici, dans la bibliothèque, depuis mon tout jeune âge. J'ai toujours fréquenté les bibliothèques et je lisais beaucoup à l'adolescence. Puis mes amis ils m'écœuraient, étaient comme « Ah, toi tu connais tout, t'es le Webster ». Et Webster, c'est le dictionnaire anglophone. C'est un peu l'équivalent de Larousse ou Petit Robert. Là. Ouais. Donc au début, j'aimais pas ça, mais c'est resté. Puis aujourd'hui, tu le portes fièrement. Oui, exact. J'ai décidé de le porter. Cool. Wow. C'est toujours le fun de se faire dire que la bibliothèque est importante puis qu'on aime ces lieux-là. On te rencontre aujourd'hui dans le cadre du concours BookTube Livre-toi, organisé par l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs du livre. Peux-tu nous parler un peu du concours et nous expliquer c'est quoi un BookTube? Oui, donc c'est un concours où les jeunes prennent un livre qui les intéresse, que ce soit un roman, une BD, une fiction, quoi que ce soit qui les intéresse, et en parlent pendant pas longtemps, comme 2-3 minutes. Ils vont juste parler de qu'est-ce qui leur ont plu dans le livre, qu'est-ce qui les touche dans ce livre-là. Donc, c'est un peu comme une mini-critique de livre, si on veut. Puis, en disant critique, ça veut pas dire nécessairement négatif, là, mais juste de parler de ce qu'est cette œuvre-là et que vaut cette œuvre pour ces personnes. Donc, c'est un concours qui a lieu jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mars. Et donc, il y a plusieurs prix à gagner aussi. Ok, cool. Super. Est-ce que tu connaissais ça, les BookTube, avant de devenir porte-parole? Non, je connaissais pas ça. Je veux dire, je sais qu'il y a toujours des commentaires sur YouTube, c'est-à-dire que les gens conduisent une nouvelle auto puis ils vont en faire un car-tube, peut-être. Ils vont manger une nouvelle pizza, ils vont faire une pizza-tube. Comme tout peut être critiqué ou du moins commenté. Je pense que j'aime mieux parler de commentaires plus que de critiques, là. Mais tout peut être commenté, donc je suis pas surpris de le voir, mais je suis content de le voir parce que on met toujours en opposition la technologie puis les livres. On dit, ah non, mais là, les tablettes, l'Internet, les jeunes lisent plus. Mais c'est pas vrai, on le voit, les jeunes lisent. Les jeunes sont intéressés par la lecture.
Et donc, pour moi, ça permet de vraiment faire le croisement, en fait, entre les nouvelles technologies puis les anciennes technologies, parce que quand le livre sort, c'est une nouvelle technologie à l'époque. Ouais. Puis tu sais, tu parles du fait que, dans le fond, les jeunes vont... Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des jeunes qui recommandent des lectures pour d'autres jeunes, tu sais. Dans le sens où c'est pas un adulte qui va dire « lis ça ». Ouais, exact. Exact. Je pense que ça a peut-être plus de crédibilité. Oui, puis le côté partage aussi est intéressant dans ce concours-là, de partager ses lectures, ses livres avec les autres. Oui, tout à fait. C'est un peu comme un cercle de lecture, mais plus large. Pourquoi tu es devenu porte-parole? C'est quoi qui t'a attiré dans ce concours-là? Les livres. Tout simplement. Là. Dès que je peux m'associer à des livres, ça me fait plaisir. Parce que bon, la lecture joue un rôle très important pour moi. Je l'ai dit, je m'appelle Webster à cause de ça. Mais même pour mon rap, moi, je viens d'une génération, je viens d'une école de pensée où le livre est central à la manière d'écrire, à l'identité hip-hop. Je viens d'une école de pensée où les gens lisaient le dictionnaire pour avoir plus de vocabulaire. Les gens utilisaient des longs mots, même s'ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, il y avait toute cette mode de vouloir paraître intelligent. C'est assez particulier, tu sais. Et donc, moi, je viens vraiment de des années 90, de cette période-là. Et le hip-hop m'a fait plonger dans la lecture encore plus. J'aimais ça, mais cette école de pensée-là m'a permis d'en prendre conscience, m'a permis d'assumer aussi le jeune nerd que j'étais finalement au quartier, tu sais. Je fais du rap, je suis dans le quartier Limoilou, je suis un nerd, je me situe où, tu sais. Puis finalement, le rap m'a permis de renforcer cette identité-là. Et, je veux dire, tu sais, souvent les gens vont dire « Ah, le rap, les mauvaises influences, tout ça », mais moi, le rap m'a permis de connaître Machiavel. Parce que Tupac, le nom de Tupac, son alias, c'était Machiavelli. Machiavel, je suis comme, mais c'est qui ce Machiavel? Et à partir de là, j'ai lu tout Machiavel, tout ce qu'il a écrit. Le groupe Wu-Tang parlait admettons, de Sun Tzu, de Lao Tzu. Je suis comme, mais c'est qui ces gens-là, ce vieux philosophe chinois? Et j'ai tout lu ça aussi. Donc, de fil en aiguille, le rap me parlait d'un philosophe ou d'une grande figure littéraire, et même en dehors du cadre occidental, ça m'intéresse. Et donc, je lis. Et donc, pour moi, c'est ça que le rap m'a amené beaucoup. Mais il avait aussi la figure du rappeur un peu sage ou savant, tu sais, mettons quand je pense qu'il y avait RZA aussi dans Wu-Tang, tu sais, qu'aujourd'hui il est parti, tu sais, plein de programmes sociaux avec, mais tu sais, c'était un peu comme moi je le voyais un peu RZA justement comme le sage, le savant rappeur qui apportait du knowledge dans ses trucs. Exact, puis je suis content que tu me parles de lui parce qu'effectivement c'était une grande influence. Puis ça, en le voyant, que je me disais c'est possible. C'est possible. Et avec Wu-Tang, tout ça, moi, j'étais dans un collectif aussi qui était très varié, autant dans les expériences de vie que dans les expériences XY. Tu sais. Donc, pour moi, RZA est devenu à quelque part un modèle, si on veut. Puis c'est drôle parce que c'est la seule fois de ma vie, je l'ai rencontré une fois. Ah ouais? Et c'est la seule fois que j'ai été starstruck de ma vie parce que j'étais comme, wow, je te dois tellement. Puis je voulais lui dire, j'ai jamais été capable de lui dire, je suis comme Donc, j'ai littéralement starstruck là, parce que j'étais comme yo, mais c'est trop là, c'est comme c'était juste trop pour mon esprit, j'en avais trop dans les mains d'avoir cette personne-là qui a eu tant d'influence sur mon parcours devant moi, puis de pouvoir lui parler, tu sais. Puis c'est con parce que je pouvais, puis écoute, on s'est salué, puis c'est à peu près tout là. What up, puis that's it, tu sais. Et donc, effectivement, c'était un de mes modèles dans les années 90. Puis ce qui est particulier, c'est que ces gens-là, pour moi, m'ont permis de m'assumer, mais ont permis de développer un plus grand degré d'acceptation autour de moi. Parce que les gens qui sont dans la rue à l'époque, les gens qui sont pas des intellos, mais eux voient Wu-Tang, puis ils donnent le même respect, puis ils voient des RZA, des Jezza, puis ils donnent le même respect, puis ils sont comme « Yo, toi, t'es notre RZA! » Tu vois? Et donc, c'est des personnages qui m'ont permis, justement,
de travailler à l'interne, mais qui a permis de travailler l'externe aussi quant à cette acceptation de l'intellectualisme dans notre milieu. Mais tu sais, tu parlais aussi du fait que la perception du rap qu'on avait, là, que c'était du gangster rap, mais aussi, tu sais, moi je pense dans les années 90, il y avait aussi beaucoup de... Tu sais, ce qu'on appelait... en France, moi j'écoutais plus en France du rap conscient ou du rap engagé. Tu sais, dans les années 90, il y avait un gros mouvement. Puis après ça, c'est devenu plus, mettons, à la mode, à l'américaine, là, du bling-bling. Puis, mais... Tout à fait. Parce que tu sais, le rap, depuis sa naissance dans les années 70, il y avait un élément plus festif, mais aussi un élément très ancré dans la réalité. Tu sais, fin 80, début 90, il y avait tout cet aspect afrocentriste aussi. Et donc, le rap était un mouvement revendicateur. Toutefois, à travers les années 90, c'est vraiment une époque de transition où est-ce que là, c'est devenu un succès planétaire. Et qui dit succès planétaire, dit profit, dit vouloir faire de l'argent, dit capitalisme, et dit aussi mécanisme de promotion capitaliste. Et donc, c'est là que le rap, finalement, est tombé, du moins, non pas le rap, certains rappeurs ou plusieurs rappeurs sont tombés, autant aux États-Unis qu'en France que partout ailleurs, ont sauté à pieds joints dans les schèmes de promotion capitaliste. Violence, femmes, sexe, drogue, tu sais, en fait, les mêmes schèmes qu'on retrouve pour vendre du parfum, hein, ou de la bière, ou de l'alcool, ou des autos. Ben, on a vu qu'on pouvait l'appliquer au rap aussi. Puis il y a des gens qui ont tout simplement sauté dedans, tu sais. Donc, oui, à partir de la fin des années 90, on a beaucoup perdu l'élément revendicateur politique, mais aussi l'élément lyriciste, comme on dit. Donc, toute l'école de pensée dont je vous parlais, on peut la qualifier de lyriciste. C'est-à-dire les gens qui se penchent sur le texte, sur les lyrics, comme on appelle. Et donc, ça a perdu beaucoup de vitesse à l'époque. Cool. Tu as dit tantôt que ce qui t'avait attiré vers le concours, c'était le livre. Donc, parlons-en un petit peu du livre. Parce qu'on a fait un long détour. C'est vrai qu'il faut se rappeler que la question de départ, c'était ça. Mais je voulais quand même sauter sur l'opportunité de parler, tu sais, quand même. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi que ça représente la lecture pour toi? Pourquoi tu lis? C'est une bonne question. Pourquoi, en fait? C'est quoi? Je regrette tout ce temps-là d'avoir lu. Non, c'est pas vrai. Une grande remise en question. Mais pourquoi j'ai lu tout ce temps-là, finalement, toutes ces années? Tout cet argent? Parce que oui, j'achète beaucoup de livres. À partir du moment où est-ce que j'étais j'ai eu les moyens d'acheter des livres. Ils sont empilés chez nous, là, encore maintenant. C'est une de mes grandes compulsions, là. Et je fais attention, là. Et je dois vous l'annoncer, ça fait quand même pratiquement un mois que je n'ai pas acheté de livre. Et vous pouvez me féliciter. Ben oui, félicitations. Je comprends ça un peu. Moi aussi, oui. J'achète des livres. Je devrais pas. Ouais. Autant. Parce que tu le vois, tu te dis, je vais l'acheter, je vais le lire. Puis tu sais, comme, je peux le lire dans 4 ans, mais je vais le lire. Là, est-ce qu'il y a des effets de sevrage là, à pas acheter de livre? Est-ce que tu as des tremblements le matin? Ben, presque. C'est mes yeux qui tremblent. Mais tu vois, comme en ce moment, sans blaguer, ma liste de livres à lire, pas de livres à acheter, de livres que j'ai achetés, qui sont chez moi sur leur tablette que j'ai réservé pour ces livres-là, je suis à 60. Donc j'en ai 60 livres sur ma tablette qui sont là à me regarder. Il y en a, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont là. Mais je vais vous lire. Là, c'est le message que j'envoie à ces livres-là. Je vais vous lire, vous inquiétez pas, je m'en viens. et donc, ouais, la lecture, pour moi, c'est un peu comme des poids et haltères. Tu sais, pour les gens qui aiment aller au gym, ben moi, j'aime lire. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'entraîner, d'entraîner mon cerveau. Puis tu sais, pas d'un point de vue genre négatif, si on peut dire. Mais tu sais, il y a des gens qui sont freaks du gym, qui adorent ça, puis bon, ils sont en santé, puis tant mieux. Ben moi, c'est ça avec le livre. J'adore ça. Puis tu sais, il y a tellement de sortes de lectrices et de lecteurs. C'est ça qui est fascinant, tu sais. Mais moi, je suis pas un lecteur de fiction.
Des fictions, là, dans une année, je peux les compter sur les doigts de 2 doigts. J'allais dire une main, mais même c'est même trop. Je lis pas 5 fictions dans une année. Moi, je lis des essais, je lis de l'histoire. En grande partie, c'est de l'histoire que je lis. La plupart de mes livres. Et donc, c'est pas... Oui, ça me détend, mais c'est pas comme, admettons, de partir à l'aventure. Puis je respecte ça. Puis quand ça m'arrive, j'adore ça, tu sais. Mais je lis vraiment le livre pour bâtir mes connaissances, aiguiser ma lame pour pouvoir faire ce que je fais, que ce soit pour en histoire, quand je suis en entrevue ou en débat ou XY. Donc, pour moi, c'est vraiment juste d'élargir mon champ de connaissances. Et c'est ça qui me fascine de la lecture, parce que des vidéos, c'est une chose. Puis encore une fois, respect aux gens qui sont plus stimulés par les vidéos que par les livres. Parce que, tu sais, on change notre manière de percevoir les choses. Avant, c'était la connaissance ultime, c'était les livres. Mais on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de recevoir l'information à travers les livres. Il y a tellement d'autres manières. Il y a des gens que l'information va mieux rentrer à travers des vidéos, à travers des podcasts, à travers XY. Donc, je pense qu'il faut respecter tout ça. Moi, c'est le livre qui me parle. Et quand je voyage, quand je bouge, j'ai toujours un livre avec moi. Tout le temps. Il y a un restaurant à Québec, là, shout-out au Bati Bassac de mon ami Sao sur Saint-Joseph. On les salue. Oui, salutations, et vous passerez, c'est excellent. Tu vois. Mais à chaque fois que j'arrive là-bas, il y a un serveur, il vient, il me place à l'endroit où est-ce qu'il y a plus de lumière. Puis il m'amène une chandelle, puis il est comme, bon, toi, je sais, t'aimes ça lire quand tu vas au resto. Donc, il m'installe mon petit coin, je suis là avec mon livre, puis je mange mon pad thai, puis puis je lis mon livre. Donc, le livre rythme ma vie depuis tellement longtemps. Et quand je pars en voyage, j'ai un peu la crainte de finir mon livre. Donc, j'ai toujours comme 2-3 livres avec moi. Mais je le finis jamais. je finis jamais mon livre, mais je suis comme, si je le finis, je vais être comme en panique si j'ai pas un autre livre sur lequel me rabattre. Puis j'ai toujours quand il me reste, admettons, là, 30 pages, là, mon livre, là, je commence à frétiller, puis je suis comme, bon, c'est lequel le prochain? Puis là, je commence à fouiller dans mes 60 livres, puis je suis comme, bon, lequel je vais lire? Puis vers où je veux m'en aller? Puis souvent, c'est cette lecture-là qui va en inspirer la prochaine. Comme depuis, je dirais, l'année passée, j'ai fait une espèce de séquence chronologique qui m'a duré comme peut-être pratiquement 1 an, où j'ai lu de fil en aiguille, mais sans m'en rendre compte au final, toute l'histoire de l'arrivée des personnes afrodescendantes des États-Unis, qui ont fui les États-Unis, les personnes asservies, captives, les esclaves, qui se réfugient au Canada. Et donc, j'ai commencé là, j'ai continué sur comment est-ce qu'ils étaient perçus dans les années 1880, sur le mouvement des porteurs de train au début des années 1900, sur jusque dans les années 60, l'émeute à Sir George Williams, Concordia, puis le Congrès des écrivains noirs en 1968. Et donc, finalement, j'ai fait plus d'1 siècle de livre en livre, de lecture en lecture, mais toujours sur la même trame. Et ça, finalement, c'est ça que j'aime de la lecture, c'est qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits sur des choses tellement précises que finalement, on y trouve toujours notre intérêt. C'est comme si avec plusieurs auteurs, tu vas pouvoir aller suivre, juste décider un chemin que tu as voulu suivre. Ben, c'est pas un livre où on parle du début à la fin, c'est toi qui as été choisir. Tout à fait. Pour compléter. Exact, puis des aspects différents, puis justement, puis tu sais, ces gens avec leurs références, leur bibliographie, après ça, je saute dans la bibliographie, je regarde, je commande. donc, ouais, pour moi, c'est ça, pour moi, la lecture. C'est vraiment une aventure, finalement, mais dans ce qu'on a été en tant qu'être humain, et dans ce que nous sommes, finalement. Parce que ce que nous avons été détermine ce que nous sommes, et nous sommes en train de déterminer ce qu'on va être. Et donc, moi, c'est ma grande passion, en fait, pour l'histoire. Et je dirais que mes lectures tournent à 95% autour de ça. Je dis 95 juste pour laisser une marge, là, mais on pourrait dire plus.
Tu as parlé tantôt que c'était les documentaires que tu lisais le plus. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Même quand tu étais ado, est-ce que tu lisais beaucoup de documentaires? C'est assez particulier parce que les livres les plus... En fait, le plus loin que je peux retourner dans mon enfance, c'était ça. Je me souviens, les premiers livres que j'ai lus par moi-même, c'est-à-dire, autre que Monsieur Ron s'en va à l'épicerie, là, tu sais, qu'on lit genre à 3 ans, tu sais. Mais les premiers livres que j'ai lus par moi-même, j'en ai 2 très, très clairs dans ma tête. Il y en avait un, ça s'appelait « Autrefois les villes ». Et c'est sur les villes, mais dans l'histoire. Donc, t'as Rome, t'as Tenochtitlan, t'as Xi'an, t'as... écoute, je me rappelle plus quel autre, mais je me souviens très bien de les lire, puis passionnément, puis de m'imaginer dans les ruelles de Rome, puis de rentrer dans les villas. Puis j'ai l'impression que tout mon intérêt pour l'histoire vient de là, parce que ce livre-là m'a tellement fasciné. Et un autre, à la même époque, puis tu sais, je veux dire... J'avais pas 2 chiffres à mon âge encore, là. Tu sais, j'avais très clairement un seul chiffre. Et l'autre livre, c'était sur la mythologie grecque, que j'ai adoré. Et donc, tu sais, je pense que mon intérêt pour l'histoire, effectivement, vient de là. Ensuite, j'étais beaucoup dans les BD. J'ai beaucoup aimé les BD. Et maintenant, plus vieux, je reconnecte avec cet univers-là. J'aime beaucoup la BD. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai chez moi. Notamment, j'ai beaucoup aimé le travail de Michael, qui a fait Promise. Michael, je pense, un Antillais qui habite à Québec désormais. Il a fait un autre qui s'appelle Boot Black, sur les serreurs de souliers à New York au début du 20e siècle, je pense dans les années 20. Giant aussi, à propos des gens qui construisent les gratte-ciels à New York à la même époque. Et donc ça, j'ai tout acheté de Michael. J'aime beaucoup son trait de crayon. Et donc la BD, et en ce moment aussi roman graphique. Ouais. Je suis rentré tard dans le roman graphique, je suis comme « Oh, attends, ça existe! » Et donc, je suis tombé dans Watchmen. Wow, Watchmen. De moi, en travaillant ici, tu sais, on a une collection justement de... Puis je l'ai découvert en travaillant ici le midi, tu sais, tu vois, puis là, je prenais n'importe quoi, là. Puis je fais encore ça, je prends n'importe quoi, je rentre chez nous, puis je découvre des trucs. Puis ça se lit bien, puis c'est beau aussi, tu sais, c'est autant le texte, l'histoire que l'image. Puis Watchmen, c'est une des plus belles choses créatives que j'ai vues dans ma vie. Tu sais, je parle tout art confondu. La série Watchmen, je trouve ça tellement subtil et bien fait. Puis là, tu vois, j'ai acheté V for Vendetta. Ah ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé le film. Je suis curieux de voir le roman graphique. Puis ben, il est dans la pile. donc Guy Fawkes, je sais pas quand est-ce, mais un de ces jours. Et donc, tu sais, préadolescence, j'étais beaucoup dans la BD. Mais tu vois, moi, ce que je faisais, là, ce qui est assez particulier, c'est que quand j'étais jeune, à Limoilou, tu sais, admettons fin primaire, à l'âge de pouvoir partir tout seul, je partais à la bibliothèque. Je prenais mon vélo, j'arrivais à la bibliothèque, en même temps que en même temps que les madames qui ouvraient que les bibliothécaires, que tes collègues. C'est moi la madame aujourd'hui. C'est ça, exact. Donc, j'arrivais en même temps que toi. Je dis « Ah, salut Ali, ça va bien? » Je dis « Oui, ça va. » Donc, je rentre, puis je m'installe. Puis on repart en même temps. Donc, je passe toute la journée. Donc, justement, je prends une BD, je la lis. Après ça, je vais fouiller, je dis « Ah, je vais aller lire sur les extraterrestres. » Donc, je me souviens, il y avait une section, des fois, j'avais peur, là. Les énigmes de ce monde, le triangle des Bermudes. Tu sais, tout le monde a eu sa phase triangle des Bermudes. Donc là, je dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes? » Puis là, les ovnis, Area 51, tout ça. Puis, tu sais, des fois, je fermais parce que j'étais trop... Le monstre du Loch Ness, tu sais, tout ça. Puis après, j'allais chercher autre chose. Puis je lisais. Puis j'allais boire de l'eau. Puis je continuais. Puis je prenais mes 7 livres. À l'époque, je pense que ça a changé. Hein? Maintenant, c'est... on est rendu à 25 livres qu'on peut emprunter. 25 livres! Ouais. Wow! Ouais. Nous, à l'époque, c'était 7. Mais 25, ça fait lourd à transporter sur ton vélo, là. C'est sûr. Juste sur mon petit BMX, là, j'avais mes 7 livres, puis j'allais au terrain de basket. Fait que là, c'est là qu'en plus, ça commençait, les gars, justement, qui, au début, rigolaient, disaient, avec tes livres, tout ça. Je suis comme, bro, laisse faire, là, tu sais. Mais j'allais au terrain de basket avec mes livres, puis on jouait, puis bon, je rentrais chez nous, je lisais.
Et donc, puis à l'adolescence, justement avec le rap, mes lectures sont devenues plus sérieuses, entre guillemets. Non, c'est pas le bon mot, parce que c'est comme si je dévalue tout l'univers de la BD, puis l'intention n'est pas là, c'est pas plus sérieux. Mais tout simplement plus dans un axe historique. Donc déjà, je commençais plus à m'intéresser à l'histoire, tout le mouvement afro-états-unien. À partir de des débuts 90, là, 92, 13, quand j'avais 12-13 ans, là, j'ai lu la biographie de Malcolm X en anglais, en français, plusieurs fois. Roots, Racine de Alex Haley. Comment ça s'appelait? Queen, qui est l'autre penchant. Écoute, j'ai Eldridge Cleaver, W.E.B. Du Bois, Huey P. Newton, le fondateur des Black Panthers. Donc, j'étais dans cette séquence-là où mes lectures tournaient autour de cet univers-là. Puis après, justement, sous l'influence Wu-Tang, tout ça, je me suis mis à lire les vieux livres de philosophie chinois. Lao Tzu, Han Fei-tse, le Tao du Prince. Les stratégies militaires, Sun Tzu, son arrière-petit-fils, Sun Pin. Et donc, pendant un bon bout de temps, là, dans la vingtaine, c'est la stratégie militaire antique. J'étais deep là-dedans, que ce soit Chine, Japon, Grèce. Donc, j'étais beaucoup dans la stratégie militaire. Donc, et si tu vois mettons ma bibliothèque chez moi, tu peux même le voir par phase, par les sujets. Donc, j'ai toute une tablette là, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait pendant longtemps des arts martiaux aussi. Et donc, je lisais beaucoup à propos de ça. Sun Tzu, on parle de stratégie militaire. Moi, je me souviens de l'avoir lu quand j'étais ado, justement. Puis là, moi, je trouvais ça... Quand j'étais ado, j'étais fasciné par genre Puis là, j'associais ça à la mafia. Puis il y a même des trucs, quasiment philosophiques aussi, des façons d'agir dans la vie, ouais. Tout à fait. Mais tu vois, j'ai eu aussi cette passe-là où je lisais beaucoup à propos de la mafia. Comme, tu sais, je me souviens, 5e, 6e année primaire, là, beaucoup mafia, Lucky Luciano, Meyer Lansky, Al Capone. J'avais même mon petit chapeau, mon petit fedora, là. J'allais à l'école avec mon fedora. C'est avant les neckbirds, là, tout ça. Ben, de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que t'as pas de difficulté à trouver des lectures. Hein? Toi, ça vient avec tes intérêts. Puis t'en as des intérêts multiples, là, ce que je comprends. Oui. Mais t'es d'accord avec moi que c'est pas nécessairement toujours évident pour tout le monde de se trouver un livre qu'on va peut-être aimer lire, que ça soit un documentaire, une BD ou un roman. Puis, dans cette optique-là, pour aider les gens à trouver leur prochaine lecture, l'Association des bibliothèques publiques du Québec a mis en place un service auquel BNQ participe et qui s'appelle Quoi lire. Je ne sais pas si tu connais ça. Ah non, je connais pas. Mais en fait, c'est super simple. Je suis désolé, les gens de l'ANEL, là, je suis pas un bon porte-parole. En fait, là, c'est une autre association, c'est la BPQ, en fait. Ok, excuse-moi, j'avais Non, pas du tout, pas du tout. Puis, en fait, c'est un service qui est vraiment super simple à utiliser. Tu vas sur le site quoilire.ca. Puis là, tu remplis un formulaire avec des questions comme c'est quoi ton genre de livre préféré? Y a-t-il une thématique sur laquelle t'as envie de lire? Y a-t-il quelque chose que t'aimes vraiment pas dans un livre? Ce genre de questions-là. Puis après ça, il y a une équipe de bibliothécaires qui prend tout ça et qui te suggère 3 livres qui correspondent à tes réponses. Oh, wow! Puis c'est super rapide et efficace là, comme service. Donc, tu sais, si tu te cherches d'autres livres sur déjà des intérêts que tu as, tu peux comme aller sur Quoi lire puis vraiment remplir le formulaire. C'est intéressant, c'est comme un Tinder de la lecture. On fait des rencontres. Exact. Oh, wow! Ouais, ça permet de faire des nouvelles découvertes auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Effectivement, tout à fait. Puis toi, là, tu parlais de, mettons, tu plonges dans la bibliographie, puis là, si tu choisis tes livres à partir de là, as-tu d'autres façons? Ben, tu vois, moi, j'aime à penser, je comprends que non, là, mais j'aime à penser que c'est une longue succession depuis mon enfance. Qu'un livre a mené à un autre, qui a mené à un autre, qui a mené à un autre jusqu'ici. Je sais même pas pourquoi je vois ça comme ça, mais c'est comme ça que je le sens, tu sais. Mais non, je te dirais que j'ai plus nécessairement ce problème-là parce que j'ai une banque
énorme de livres chez moi. Donc, j'ai juste à plonger sur mon sentiment du moment ou ce sur quoi je travaille. Tu vois, comme en ce moment, justement, comme je vous disais, j'ai lu toute cette longue séquence pendant pratiquement toute l'année dernière sur comprendre la présence afrodescendante ici depuis l'avenue. Tu sais, bon, ça n'y arrive pas nécessairement avec l'avenue des esclaves américains. Toutefois, j'avais envie de mieux comprendre ce phénomène-là. Mais là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Fighting the Slave Trade ». Comment est-ce que les gens ont résisté à la traite esclavagiste en Afrique? Parce que, tu sais, souvent, on ne parle pas assez de résistance en esclavage. Comme si les maraudeurs arrivaient, puis tout le monde était droit comme des piquets, puis ils attendaient d'être cueillis, tu sais. Et donc, tout ça, c'est vraiment comment est-ce que les gens construisaient leur village, leur maison pour combattre la traite. Comment est-ce qu'ils faisaient des raids sur les entrepôts, etc. Donc, j'avais envie de remplir cette lacune-là. Et donc, je suis allé vers ce livre-là. Bon, je suis désolé, la prémisse est longue, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je travaille sur un podcast, un balado, avec mon père. Cool. Et Marie-France Abastado de Radio-Canada. À propos d'un esclave, d'un captif de Virginie qui s'est sauvé dans les années 1840 à Boston. Et en 1851 a été arrêté à Boston pour qu'on renvoie dans le sud, dans les États du Sud, en Virginie en fait. Et puis, les gens à Boston, la communauté noire, est rentrée dans la salle d'audience. Ils l'ont saisi pour le sauver, puis l'ont envoyé à Montréal. Et lui, il va vivre toute sa vie ici à Montréal. Donc, on refait son parcours. Donc là, on faisait des entrevues ici à Montréal avec des gens, mais on va partir en Virginie. On va partir à Boston pour raconter cette histoire-là. C'est comme une enquête. Ouais, exact. Sur les traces de... Oui, c'est sur les traces de Shadrach Mickens. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc, à Boston, on va rencontrer une historienne qui est dans la région de New York, qui s'appelle Sylviane Diouf. Et c'est une grande historienne aux États-Unis à propos de l'esclavage. Donc, on va la rencontrer pour parler de cette personne-là. Puis avec mon père, puis mon père qui est un grand intellectuel, il dit « Mais là, on peut pas juste arriver puis la voir. Il faut qu'on ait lu ses livres avant d'aller la voir. On peut pas juste débarquer comme ça. » Puis je suis comme « Ouais, c'est vrai. » Et donc, les deux, on a commandé ses livres. Et donc, c'est ça, tu vois, ça, c'est une des manières où est-ce que je me suis mis à lire ce livre-là. Mieux connaître sur l'esclavage, mais aussi par respect pour cette dame-là, arriver, puis qu'on puisse parler des recherches qu'elle fait. De se mettre un peu plus au même niveau. Puis d'arriver. Oui, c'est ça, puis de comprendre, elle, où est-ce qu'elle se positionne, tu sais. Donc, ça, c'est une manière qui est assez particulière et très précise. C'est pas toujours comme ça, là. Mais, tu sais, admettons, je lis des articles. J'aime bien lire des articles fouillés sur des sujets XY. Et souvent, les gens vont faire référence à des livres. Et donc, je vais voir les livres. Quand le livre m'intéresse, je le commande. Entre autres, l'année passée, je préparais un panel pour l'UNESCO à propos de comment la COVID a infecté les communautés afrodescendantes. Et même d'ailleurs, Statistique Canada vient de sortir des statistiques, là, c'est ce qu'ils font. Ils viennent de sortir un booktube. Mais Statistique Canada, en fait, je rigole, mais c'est pas drôle, là, parce que ils disent que dans les quartiers grandement racisés, il y a 4 fois plus de personnes qui sont décédées de la COVID que dans les quartiers avec aucune présence racisée. On l'a vu à Montréal beaucoup. Là. Saint-Michel, Montréal-Nord a été particulièrement touché au début par la COVID. Exactement, donc c'est fou. Et donc, il y avait, je dirais, c'est peut-être avril ou mai passé déjà, c'était un panel qu'il y avait à l'UNESCO, puis on m'a demandé de participer à ce panel-là. Et donc, je faisais de la recherche pour supporter mes arguments, tout ça. Puis, je suis tombé sur un homme qui parlait d'un livre qui s'appelle The Racial Contract, le contrat racial, d'un philosophe qui s'appelle Charles Mills. Et je trouvais ça intéressant. J'ai commandé le livre. Et le livre m'a tellement impressionné que là, je dis, mais attends, est-ce qu'il a été traduit en français? Il n'a jamais été traduit. Il a été écrit en 1997. Jamais traduit en français. Je suis comme, il y a quelque chose là. Je suis en train de le traduire. Donc, on a acheté les droits avec Mémoire d'Encrier.
Mémoire d'Encrier a acheté les droits, puis je suis en train de le traduire en ce moment. Donc, quand vous êtes chez vous en ce moment, là, 8-9 heures, vous êtes chez vous, si vous demandez qu'est-ce que je fais, c'est ça que je fais. Avais-tu déjà traduit des choses avant? As-tu déjà... Jamais. Wow! Et ça, bienvenue dans mon univers un peu bizarre, là, que je me dis, je vais le faire. Mais, puis là, à un moment donné, quand j'ai commencé, je suis comme, yo, dude, t'es même pas un traducteur. Je suis comme, dans quoi tu t'es foutu encore, tu sais? Comme mon exposition au Musée des Beaux-Arts, où est-ce que j'ai jamais fait d'exposition, puis j'ai décidé que je faisais une exposition. Donc voilà, j'ai fait une exposition. Donc, je sais pas, des fois, je pense pas nécessairement, je fais juste avoir un intérêt, puis je décide que je le fais. Mais ça, c'est super cool, parce que tu te dis, bon, là, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il soit fait. Sûrement quelqu'un d'autre va le faire. Puis là, tu passes à l'étape suivante. Ouais. Mais là, c'est de se dire, non, je vais le faire. Ah ouais, c'est vraiment foncé, là. Ouais, donc c'était un peu fou des fois, là, mais bon, écoute, je suis comme ça. Et donc, c'est ça, je suis en train de le traduire. Et donc, pour moi, les articles que je lis inspirent mes lectures aussi. Les bibliographies aussi les inspirent beaucoup. Donc, je dirais que c'est vraiment mes axes principaux. Mes lectures amènent d'autres lectures. Oui, j'ai vraiment l'impression que tu lis pour le travail, mais tu lis pour le plaisir. C'est comme ça, les deux se nourrissent. Ouais. Genre. Ça, c'est vraiment le fun, tu sais, dans le fond, que t'aimes tant ton travail que finalement, c'est toujours un plaisir de lire, tu sais, c'est jamais une corvée. Tout à fait. Ben, comme je dis souvent avec ma sœur, qui est Mariam, qui est beaucoup dans la même dynamique où son travail est enchevêtré dans sa vie. Donc, c'est comme si, je dis, on fait plus du travail, on fait de la vie, tu vois? Et donc, moi, ça me passionne, donc c'est ça que je fais, tu sais, puis je le vois pratiquement pas autrement, tu sais, puis on dirait que quand je lis d'autres choses, je suis comme, il faudrait peut-être, tu sais, ça, c'est mon côté un peu bizarre encore, mais il faudrait peut-être que je lise de quoi qui va plus me nourrir par rapport à ce que je dois faire versus, tu sais, c'est comme si je me permets pas de moments de détente. On dirait que je suis couché, là. Les gens, je suis pas couché chez le psychanalyste, là. Je vous le dis, je suis assis, tout le monde. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, ma détente. J'aime ça, tu sais. Fait que je me dis, ben là, je suis pas me châtier non plus. Mais tant là. mieux. Ouais, c'est Tant ça. mieux, tu sais. Oui, vraiment. Vraiment. Ben, je sais pas, Jules, je pense que ça a fait quand même le tour de la plupart de nos questions. Hein. J'irais peut-être avec une question. As-tu une suggestion de lecture pour nos auditeurs? Oui, plusieurs. Là, je pense que vous comprenez que mes réponses sont longues. Hein, Non, c'est bien, je parle j'aime ça. beaucoup. Comme très généreux. Ah, ben, merci. Je sais pas si c'est généreux ou juste je déblatère. Mais tu vois, déjà, Watchmen. Je dis Watchmen, là, ça m'a... J'étais tellement impressionné que j'ai fini ce livre-là et j'étais triste de l'avoir fini. Et je regrettais de l'avoir lu parce que je l'avais lu. C'est une série ou c'est des volumes? C'est un volume... Il est désormais en volume, OK. mais c'était comme des comics, là, des comic books dans les années 80 qui sont sortis par, je sais pas, peut-être quinzaine. Je sais plus combien il y en avait, mais maintenant, ils sont en forme, tout ça rassemblé en un volume. Et moi, ce que j'adore, c'est que le gars, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, Alan Moore, je pense. Oui, c'est Alan Moore. C'est ça, hein? Quand il a fini, ça a tellement eu de succès, on l'a dit, fais-en d'autres. Il a dit non. C'est ça. L'histoire est complète. L'histoire est complète, c'est tout. Ouais. Et moi, j'ai tellement de respect pour ça. C'est complètement l'envers de Dexter. Je sais pas si vous avez suivi Que c'est Dexter. interminable. Ça se fait dire. J'ai comme, yo, Dexter, là. Désolé, vous voyez que j'ai un beef avec la série Dexter. Je suis comme, bro, là, vous avez, tu sais, vous auriez pu arrêter plus tôt, puis que ça soit bon, puis que ça se tienne. Comme Breaking Bad. Breaking Bad, pour moi, c'était ça. C'est comme, ça se tient, merci beaucoup, on a fini, on passe à d'autres choses. Là, vous êtes en train de tuer toute l'œuvre parce que, encore une fois, parce qu'on veut faire de l'argent sur le dos de l'œuvre. Donc, Alan Moore a dit, oh, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça, je respecte ça comme, wow, 100%. Et donc, Watchmen, sûr que je le recommande aux gens. Watchmen, il y avait aussi le film, moi, que je... Tu sais, puis ce que je trouvais particulier, justement, c'est que c'était... Tu sais, c'est un truc de super-héros, Watchmen, mais c'est pas le truc traditionnel du super-héros. La morale à l'histoire, moi, à la fin,
Ça m'avait mis par terre, on va pas le dire pour pas spoiler au monde, là, mais moi, ça m'avait mis par terre par rapport aux films de super-héros, puis comment c'est des personnages complexes, puis c'est pas juste des héros Exact. parfaits qui sont moralement toujours dans le bien, tu sais, puis... Tout à fait. Ouais. Ah oui, puis tu vois, j'ai beaucoup aimé le film, et je trouve que le film, après avoir lu le comic, a respecté le comic, du moins de mon point de vue. Après ça, écoute, les gens auront d'autres avis, mais pour moi, je trouve qu'il a bien respecté, et la facture visuelle se ressemble, tu sais. Mais bon, je pense que le livre, puisque c'est comme une entrevue versus un balado. Un balado, t'as le temps d'expliquer, t'as le temps de poser la table, une entrevue, c'est 5 minutes, tac, tac, tac. Un film, c'est 2 heures, versus tout ce que tu peux mettre de... Bref. L'autre suggestion de livre, j'hésite toujours à le suggérer, parce que moi, c'est... Tu sais, souvent, on nous demande un livre qui a changé ta vie. J'en ai un. OK. Mais je vous dirais que c'est un livre de malédiction. Parce que j'ai un ami, je lui ai prêté ce livre-là, il a fait une psychose. Oh. Après ça, ben, tu sais, je veux dire, il y a sûrement d'autres choses atténuantes, c'est pas le livre en tant que tel, mais tu sais, après ça, je suis parti à New York. Lors de mes premières tournées, quand je commençais à sortir du pays, j'étais à New York. Puis je rencontrais un des rappeurs que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, genre affilié au Wu-Tang, là, les gars de Sons of Men. J'étais en studio avec lui, puis je lui ai amené un cadeau, je lui ai amené ce livre-là. Puis je suis revenu à Québec, puis comme quelques jours après, il a fait un anévrisme. Ben voyons. Ouais. Comme un livre maudit. Exact. ouais. Je suis comme, mais c'est quoi ce livre-là, tu sais? Puis juste pour vous dire, avant de vous le nommer. J'ai comme peur. C'est ça, exact. Fait que, avant de le nommer, je vais le dire aux gens, si vous voulez arrêter, déposer vos écouteurs, comme ça. Mais juste pour vous dire, ça a été écrit par un moine japonais dans les années 1600. Et lorsque je suis parti en tournée au Japon, en 2016, je me suis dit, je vais le relire, mais au Japon. Parce que j'ai envie de le lire où est-ce qu'il est né, tu vois. Et donc, je suis dans le train entre, tu sais, je le lis, XY. Là, je suis dans le train entre Fukuoka et Tokyo. Et je lis le livre. On rentre dans un tunnel. Je lis le livre. Je finis le livre exactement au moment où je sors du tunnel. Mais pile poil, là, le livre finit, clac, je sors du tunnel, boum, le mont Fuji juste devant moi, comme ça. Le timing, là, comme, tu sais... Ça donne des frissons. Ah, tu sais, on dit synchronicité, là. Ouais. Tu sais, je l'ai commencé sûrement dans l'avion, à quelque part, au-dessus du Pacifique, ou tu sais, le moment où je l'ai lu, commencé, les moments où je choisis de le lire, tu vois ce que je veux dire? Et là, au point même où je sors du tunnel, finis le livre, je lève les yeux, le mont Fuji dans toute sa majesté. J'étais comme, waouh! Ça, c'est quelque chose qui me colle encore à la peau, là. Et donc, pour vous, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1, le livre s'appelle « Mystère de la sagesse immobile » de Takuan Soro. C'était un moine zen à l'époque qui a théorisé une approche méditative du combat. En fait, ce sont des lettres qu'il a écrites à Yagyu Munenori, qui était un grand samouraï de l'époque. Et c'est toute la notion, justement, de où placer l'esprit, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, comme là, dans le cadre du combat, c'est-à-dire, si tu fais... disons, je vous le résume très grossièrement, là. Loin de moi l'idée de vous en faire un résumé fidèle et précis. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que si t'es au combat, si tu places ton esprit dans ta lame, c'est-à-dire comment est-ce que je tiens mon sabre, etc., dans ta posture, mes pieds sont-tu comment, dans l'ennemi, qu'est-ce qu'il a assis, ça, dans la technique, tu viens de perdre. Parce que ton esprit est occupé ailleurs. T'as attaché ton esprit à quelque part. Versus si tu penses à rien, ton esprit est partout à la fois. Et ça permet la réaction réflexe. Versus, excusez-moi, versus le fait d'avoir à penser à faire l'action.
Et ça, ce sont les secondes, c'est la seconde de trop, surtout dans une situation de vie ou de mort, dans un duel, admettons. Et ouais, c'est quelque chose que j'applique beaucoup, entre autres, au rap. C'est-à-dire que quand tu es en concert, quand tu rappes, si tu te mets à penser, admettons, à la musique, si tu te mets à penser aux gens dans la foule, cette personne-là, elle aime ça, elle aime pas ça, si tu te mets à penser à telle personne, tu viens de perdre. Si tu viens de penser à ton texte, c'est quoi qui vient à mon texte? Tu le sais, c'est quoi ton texte? Tu l'as pratiqué, tu le sais. Mais si tu te mets à y penser, tu perds. Et Dieu sait que ça m'est arrivé dans ma vie d'être là, c'est quoi donc mon texte? Puis je m'ostine dans ma tête. Je suis en train de rapper, c'est-à-dire que les paroles sortent de ma bouche, mais dans ma tête, je suis comme, yo, c'est quoi qui vient après? Puis je suis comme, mais attends, tu le sais, ça fait 20 ans que tu fais cette chanson-là. Oui, mais c'est quoi déjà? Sais-tu que tu le sais? Ou c'est comme si j'essaie de m'auto-piéger, tu sais? Puis donc, c'est pour ça que, en anglais, ils disent le no mind, le non-esprit. Et c'est pour ça que, tu vois, justement, pour moi, avant les concerts, j'ai besoin d'un moment justement, un peu plus méditatif, un moment où est-ce que je suis juste, un sas, tu vois, comme les gens qui vont dans l'espace ou XY ou qui remontent du profond de l'eau. J'ai besoin d'un sas entre ma vie XY puis le moment où je suis sur scène, où là, je suis juste en train de tout poser. C'est comme si je dépose tout dans la loge, là, et puis que là, c'est juste entre moi puis ce que j'ai à faire, tu sais. Puis ça m'est arrivé des fois là, avec le band, entre autres, on est là dans des grandes discussions, on parle, puis le régisseur vient, il dit 5 minutes, puis on parle. Puis là, on nous amène vers le stage, on parle, on est genre juste avant de monter sur scène, on parle. Puis là, j'arrive sur scène, on nous a présenté, puis je suis comme, c'est vrai, je fais un show. Puis c'est pas mes shows que j'ai le plus apprécié, ça, parce que justement, j'ai pas mis mon esprit à la bonne place. Mon esprit était attaché justement à trop d'endroits à la fois. Donc, pour les courageux, sagesse immobile, mais comme on dit, disclaimer, il vous arrive quoi que ce soit, je me départis de toute responsabilité. Tu as parlé des endroits où tu aimes lire, le resto, le terrain de basket. Tu sais, à quel point la lecture, c'est comme... Ça fait partie de ta vie, en fait, autant plaisir que travail, puis... oui, tout à fait. Tu as énormément d'intérêts, tu lis beaucoup sur ces intérêts-là, donc c'est vraiment passionnant. Ça nous donne le goût de découvrir, nous aussi, d'aller vers des sujets, puis de se plonger, puis de tout connaître d'un sujet en particulier. Puis c'est vrai, tu sais, de voir, moi aussi, ce que je trouve inspirant, c'est de voir la lecture comme des poids haltères aussi. C'est cool, moi, je vois vraiment la lecture pour détourner mon esprit de mes préoccupations quotidiennes. Tu sais, j'ai de la misère à me plonger dans un essai. Tu sais, j'étudie aussi à l'université, puis je pense que c'est ça aussi, c'est de distinguer, tu sais. Mais c'est que j'ai associé ce type de lecture-là à une obligation, à quelque chose que je devais faire, pas pour moi, mais pour l'école, par exemple. Mais je trouve que c'est intéressant de se forcer à apprendre sur des sujets, tu sais, qui sont peut-être importants, puis on n'en sait pas assez, tu sais. Puis après ça, c'est de l'autodéfense, tu sais, tu disais que tu t'en servais après pour construire tes arguments. Fait que c'est des armes aussi, tu sais, pour comprendre le monde. Puis, fait que ça, je trouve ça inspirant. Ben, tu vois ce que tu me dis, je trouve ça tellement intéressant aussi, parce que la lecture pour te détacher de. Ouais. Tu vois, comme ma mère, elle lit beaucoup. En fait, on vient d'une famille de lecteurs. Je veux dire, ma mère a toujours lu, elle lit des romans. Des romans policiers, c'est écrit qu'elle est tout le temps là-dedans depuis tout jeune, elle a toujours adoré ça. Mon père, lui, c'est les essais, philosophie, histoire, etc., société, tu sais. Et la notion de lire pour reposer l'esprit, j'adore ça parce que moi, ça me fatigue l'esprit. Il y a des moments où je peux pas lire parce que je comprends rien de ce que je suis en train de lire. Donc là, c'est là que je dépose justement, puis je me vide l'esprit avec le PlayStation. Donc je joue, tu sais. Et quand je suis plus capable de lire, là, je suis comme je vais jouer, tu sais. Toutefois, j'essaie d'avoir une hygiène de vie en tant que lecteur, parce que, ou en tant que joueur, je devrais plutôt dire ça comme ça, parce qu'il est facile de plonger dans le jeu vidéo, dans le PlayStation, comme passer ta vie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me laisse le temps de jouer vendredi ou dimanche. Tu
sais, la nuit, quand tout le monde est couché chez nous, je m'installe, là, je suis bien, puis tu sais, je le fais. Mais lundi au jeudi, vendredi, dépendamment, je lis. C'est-à-dire que il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas rien. Parce que PlayStation, c'est cool, mais ça ne m'amène pas plus. Ça me détend, fine. Mais ça ne contribue pas nécessairement à m'amener ailleurs. Puis encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur pour qui que ce soit. Là. C'est chacun, tu sais, se gère comme il l'entend. Mais pour ma part, j'aime bien me forcer en fait à avoir ces moments-là d'aller au gym. Mais tu vois? C'est ça, je trouve. On revient encore à l'analogie un peu de l'entraînement. Tu sais, si moi j'essaie de courir, je cours pas. Là. Si j'essaie de courir, après 15 minutes, je vais être vraiment essoufflé. Puis je vais me dire, OK, non, de la même façon que si je prends un livre qui est relativement complexe, puis j'ai pas l'habitude, je vais le lire, je vais faire je comprends rien. Exact. Mais il faut peut-être faire un effort, puis avoir cette hygiène-là où tu dis, OK, là, je vais aller courir, ou je vais me prendre 1 heure là, à chaque tel jour. Puis éventuellement, ça va venir, puis là, je vais courir, puis là, je vais avoir mon rythme. Exact. Ouais. Ben oui, puis si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, puis si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes, tu sais, mais de se donner le droit, tu sais, aussi. Ouais, je trouve ça vraiment sain, en fait, parce que c'est souvent ça, tu sais, on aime lire, mais on a de la misère à avoir du temps pour lire. Ouais, puis il faut se le donner, en fait, ce temps-là. Exact. Puis c'est le fun aussi de se dire, OK, ben j'ai plusieurs hobbies, j'ai plusieurs intérêts, tout ça, puis je vais essayer de leur donner un temps égal, ou en tout cas, tu sais, selon mes préférences, ou selon ce que je trouve qui est comme plus prioritaire, ou qui m'apporte le plus, là, finalement. Fait que ça, je trouve ça vraiment... je suis un petit peu envieuse de cette hygiène que tu te donnes, de genre, OK, bon, ben, je trouve ça super sain, là, genre, je lis, puis la fin de semaine, je joue. Fait que je trouve ça très intéressant. Merci, mais c'est ça. Puis ça revient, en fait, si on veut faire un lien psychanalytique, attendez, je vais me coucher, là, ça. Mais non, mais ça vient justement de ma jeunesse, de mes lectures de stratégie militaire, tout ça, que pour moi, la discipline a toujours été très importante à travers le rap aussi, parce que bon, je viens d'une culture qui, jusqu'à très récemment, n'était pas respectée au Québec. Je veux dire, le rap, là, personne ne voulait rien savoir. Donc, imaginez-vous en 95, 96, 97, 2000, 2010. Et donc, pour moi, j'avais cet objectif-là, dans l'adversité, d'en faire un métier. Et donc, je me suis dit, j'ai pas le choix d'avoir une extra-discipline si je veux faire de quoi avec ça. Et donc, dès le début, là, puis c'est ça, je dis, les gars autour de moi, vous demandez aux gars de Limoilou Stars, Web, il était fou, c'était un malade. Parce que, ouais, j'étais comme, il n'y a pas de place pour ça me tente pas. C'est-à-dire que j'ai un objectif en tête. Donc, normalement, je devrais tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Tout mettre en œuvre. Donc, admettons, j'ai une entrevue, je dois aller à la radio XY. Il n'y a pas de place pour ça me tente pas. Bro, faut taille, ça va te faire avancer. Tu y vas? Je dois aller au studio. Ça me tente pas. Parce qu'on est toujours notre pire ennemi. Hein? C'est trop facile de se dire, ça me tente pas une autre fois. Et donc, moi, dès le début de ma pratique artistique, c'était, bro, que ça tente ou que ça te tente pas, ça n'a aucun rapport. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça te tente pas vient faire dans l'équation? L'équation, c'est faire point. Et donc, que ça te tente ou pas, tu vas devoir y aller, tu sais. Puis j'ai rentré ça dans ma tête très tôt, tu sais. Puis même aujourd'hui, quand ça me tente pas, c'est signe que je dois le faire. Tu vois, comme admettons, là, des fois, je me réveille, puis je dois m'entraîner, tu sais, j'ai ma petite série, je fais pas un gros entraînement, mais une petite série quand même, essayer de me tenir en forme, là, push-up, etc. Mais il y a des fois, ça me tente pas. Tu sais, je me lève, puis ça me tente pas. Je suis comme, bro, faut que tu y ailles. Si ça te tente pas, c'est que c'est signe de le faire. Puis à chaque fois, on dirait que je me sens mieux de l'avoir fait. Mais ça, écoutez, je vous dis pas que c'est la chose à faire, là. Les gens à la maison, dites-vous pas, Web nous a dit de... chacun sur son propre sentier, t'sais. Puis moi, je vous explique juste ma démarche, mon sentier, mais je dis à personne de suivre ce que je fais, là. C'est un peu du... Moto-martyrisé. Bon, je me couche. Là, on a beaucoup parlé, mettons, de Webster lecteur, la lecture, puis tout. Par rapport à l'artiste, mettons hip-hop, si on rentre
Est-ce que là, on avait parlé de RZA tantôt qui t'avait vraiment inspiré dans ta démarche, mettons, dès le début, peut-être encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des artistes, tu sais, en ce moment, ça peut être des auteurs aussi, des autrices, peu importe, mais qui t'inspirent dans ton travail en ce moment? Ah, écoute, c'est une bonne question. Beaucoup moins que quand j'étais jeune. Tu sais, quand t'es jeune, ben, tu cherches des points d'ancrage. Tu sais, tu cherches des points sur lesquels t'appuyer, puis pour mieux comprendre ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, ou tu sais, des références. Aujourd'hui, moins. Mais tu vois, j'apprécie beaucoup le travail de Ta-Nehisi Coates. OK. C'est qui? C'est un intellectuel afro-états-unien OK. qui est très présent en ce moment, qui a écrit des livres extraordinaires. Une colère noire en français, une lettre à mon fils sur la brutalité policière. En anglais, c'est Between the Word and Me. Il a écrit un livre extraordinaire aussi sur les 8 ans Obama, qui sont en fait 8 articles, très longs articles qu'il a écrit pour The Atlantic. C'est un auteur pour The Atlantic il y a quelques années. Et ça s'appelle We Were 8 Years in Power. Nous étions 8 ans au pouvoir. Extraordinaire. Toute la situation noire aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il y a une diversité d'approches. C'est-à-dire que, entre autres, il a écrit quand ils ont ressorti Black Panthers, Marvel, pas le film, ben, inspiré du film, mais en comics, quand ils ont ressorti ça, ben, c'est lui qui les a écrits. Il a écrit une fiction aussi de Water Dancer que j'ai dans ma liste, juste à côté de V for Vendetta. Il est juste à côté, en attendant son chiffre, en attendant son tour. Il a écrit une fiction sur l'esclavage. Tu sais, il touche à plusieurs médiums. Puis je m'y retrouve beaucoup parce que moi aussi, je touche à plusieurs médiums. Et pour passer un message, mais justement, chercher d'autres manières. Parce que ce que je dis souvent, c'est que je ne vais pas attendre que les gens décident de prendre un livre, d'ouvrir un livre. Parce que c'est pas tout le monde qui aime lire. Mais on doit toucher tout le monde. Et donc, à travers les livres, on peut toucher une partie de la population, mais il faut démocratiser ces informations-là. Surtout des informations qui, dans mon cas, sont très, très nichées. L'histoire noire ici, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là, puis cette présence plusieurs fois centenaire ici. Mais si je fais juste limiter ça aux livres, je perds toute une partie de la population. Et donc, c'est pour ça que j'utilise toutes sortes de médiums différents. Donc, Ta-Nehisi Coates est une personne que j'aime voir aller. Très récemment, j'ai envie de dire Sylviane Diouf, l'historienne dont je vous parlais, dont je suis en train de lire le livre. Et elle, ce qui m'inspire, c'est toute sa posture autour de la résistance à l'esclavage. Parce que, comme elle dit dans son livre, ce que je trouve génial, c'est que elle dit l'esclavage, on en parle beaucoup en termes de chiffres. Combien déportés? Combien il valait? Combien de profits qui sont faits? Les bateaux? Quelle est la taille des bateaux? Et ça, c'est très mercantile, c'est très autour des chiffres. Puis c'est un peu comme si on décidait de parler de la Shoah, l'Holocauste des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en ne parlant de combien coûtait construire Auschwitz, combien le gaz coûtait, combien de personnes, combien donc, tu vois, donc en fait, on déshumanise les gens pour seulement être en termes de coûts et de chiffres. Et donc, elle, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'elle dit, il faut voir plus loin, il faut revoir les humains, il faut voir la résistance aussi pour redonner cette agentivité-là aux gens. Et c'est pour ça que le vocabulaire change aussi. Aujourd'hui, au lieu de parler d'esclaves, on parle souvent de captifs ou de personnes asservies. Parce qu'esclave ne fait que les limiter dans ce statut-là. C'est comme si le statut les enferme versus des gens qui ont été asservis. Puis il y a des gens qui ont résister de toutes sortes de manières, c'est-à-dire que ce soit autant de ralentir la cadence, briser les outils, cracher dans le repas du propriétaire, jusqu'à la lutte armée, jusqu'à l'infanticide, jusqu'au suicide, jusqu'à la fuite. Donc il y a tout ça en fait qui est pas assez raconté. Et encore une fois, je m'y vois parce que Fugitif, l'exposition Fugitif au Musée national des beaux-arts, c'était ça. C'est une exposition basée sur les annonces d'esclaves en fuite à Québec et à Montréal, dans la deuxième partie du 18e siècle.
Parce qu'à ce moment-là, quand ils s'enfuyaient, on les annonçait de manière très précise. On les décrivait de manière très précise. Qu'est-ce qu'ils portent et à quoi ils ressemblent, parce qu'on veut les retrouver. Et donc, on n'a pas de peinture de ces personnes-là ici. On n'a pas de gravure, mais on a ces descriptions-là dans les journaux. Donc, je suis parti de les descriptions pour les faire illustrer, pour montrer ce à quoi il aurait pu ressembler. Et donc, vous pouvez le voir, c'est sur fugitif.ca. C'est fugitif au pluriel. C'est désormais en ligne. Et donc, pour moi, c'est vraiment une ode à la résistance. Parce qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies. Il n'y a pas eu beaucoup de captifs. Et la plupart étaient des Autochtones. L'historien Marcel Trudel en répertorie 4185 esclaves noirs et autochtones. Et donc, il n'y a pas eu de révolte armée. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Mais les gens s'enfuyaient. Et donc, je veux montrer comment, ici même, les gens résistaient à la hauteur de leurs moyens. Tu sais, moi, j'ai commencé à regarder aussi ce que tu avais fait, justement, puis on n'en entend pas parler à l'école. On n'en entend pas parler à l'école. C'est comme si c'est un problème purement américain. Jusqu'à moi, récemment, tu sais, on entend parler, puis par ce que tu dis, par tes interventions dans les médias, puis tout, c'est là où on prend conscience de non, on n'était pas, nous, encore une fois, moralement, tu sais, complètement clean, puis on n'avait rien à se reprocher, mais à l'école, c'est quasiment ce qu'on nous dit, ou je sais pas si c'est volontairement qu'on n'en parle pas, ou on a oublié que ça existait, ou... Ben, en fait, tu vois, moi, je parle d'une négation qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, nos historiens qui se sont penchés sur l'histoire d'ici ont omis, omission volontaire, ce fait-là, afin de nous donner un sens de supériorité morale, face justement à l'élément anglo-saxon, américain, etc. Beaucoup aussi, ils ont beaucoup écrit par rapport à la pureté de la race canadienne-française. Donc, comment l'esclavage aurait été une tare, une tache, en fait, sur la pureté de notre sang, parce qu'on sait où est-ce qu'il y a esclavage. Il y a... Bon, je fais des gestes, les gens qui nous écoutaient, vous ne voyez pas les gestes, mais vous vous en doutez. Bah, il n'est pas très obscène, là. J'ai juste croisé mes doigts. Il y a tellement d'options. Je suis pas choquée. OK, merci. Et donc, on a commencé par nier cette histoire-là. Mais la négation a fonctionné. Et donc maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus, on est dans le néant. En fait, on a passé la négation, on est dans le néant. On ne sait plus que ça existait. Et puis maintenant, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile de l'enseigner parce que pour des enseignantes, des enseignants qui ne savent pas que ça existait, comment est-ce qu'on peut leur demander de le faire? Puis si on leur dit, bon, ben OK, tu sais quoi, l'esclavage existait, va l'enseigner maintenant. On va dire, OK, mais je me tourne où? Tu sais? Donc, il y a une refonte des manuels scolaires, il y a une refonte du cursus scolaire aussi. Donc, c'est sûr que le gouvernement doit faire quelque chose, ne peut pas juste rester là à attendre que les pressions, mais d'un autre côté, moi, je ne veux pas attendre que le gouvernement bouge. Ça pourrait être long. Ben, c'est ça, exactement, tu sais. Donc, j'ai le temps d'entrer dans les livres d'histoire. Non, pas pour dire que je mérite d'entrer dans les livres d'histoire, mais j'ai le temps de mourir puis de devenir un souvenir, tu sais. C'est plus ça que je veux dire. Et donc, donc c'est ça. Donc, je veux pas attendre. Et c'est pour ça que je me mets en mouvement moi-même, tu sais. Et donc, peut-être que j'ai espoir que ça va changer, parce que je sens que ça change. Je veux dire qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui s'intéressent à cette question-là, qui ont envie d'en parler. Ça devient de plus en plus connu, cette histoire-là. Je veux dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans et plus, je veux dire, c'était quelque chose qui était vraiment pas connu, à nulle part. C'est-à-dire que j'en parlais, puis c'était la grande surprise. Maintenant, j'en parle, parce que comme oui. Tu sais, comme, tu sais, et pour moi, l'objectif, c'est que ça en devienne, tu sais, en anglais, on parle de common knowledge. Tu sais, que c'est une connaissance, tu sais, que tout le monde sait, même si tu sais pas, tu sais. Tu sais. Parce que quel impact que tu penses que ça aurait, justement, tu sais, sur des enjeux... Tu sais, je comprends que l'esclavage, mettons, c'est quelque chose par rapport à l'histoire, mais ça, comment ça s'inscrit dans des enjeux actuels qu'on connaît, justement, peut-être par rapport au racisme ou, tu sais, d'autres choses, là, mais... Ben, tu vois, merci de ta question, parce que c'est justement là que je m'en venais, tu vois. Parce que les gens, que ça devienne, justement, connaissance
commune, si on peut dire, dans nos consciences et inconsciences collectives, va nous permettre de développer des repères afro-québécois et afro-canadiens. Parce que quand on pense au passé noir, ben, automatiquement, on pense aux États-Unis. Si on pense à l'esclavage, on pense à l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis. Mais on ne connaît pas la forme qu'a pris l'esclavage ici, qui était une forme différente. Parce qu'ici, c'est un esclavage domestique versus l'esclavage économique, autre part. Quand on pense à la militance, même chose. Donc, on n'a aucun repère afro-québécois. On ne connaît pas de personnes noires ici dans les années 1800 quelques qui s'est battu contre la discrimination, ou même dans les années 1900 quelques, tu sais. Et donc, de parler d'esclavage, c'est une chose. Mais au-delà de l'esclavage, je veux parler des êtres humains qui étaient ici, des femmes, des hommes, des enfants qui étaient ici, afro-descendantes, afro-descendants, qui ont vécu ici depuis l'époque de Champlain. Je veux dire, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis allé à l'université en histoire ici, et même en sortant de l'université, ben, je pensais qu'un des premiers Noirs à Québec, c'était mon père. Tu sais? Puis je veux dire, mon père est arrivé en 1970, en passant. Ouais. Puis tu sais, de savoir que le premier Africain à Québec est arrivé en 1629, puis de l'apprendre tard, puis de jamais l'avoir vu, à nulle part à l'école, pour moi, c'est un problème. Et donc, pourquoi connaître ça? L'esclavage, oui, c'est une chose. Au-delà de l'esclavage des êtres humains, développer ces repères-là, ça nous permet d'avoir un œil différent sur notre passé. C'est-à-dire de comprendre que notre passé est pluriel, mais incidemment de comprendre que notre présent est pluriel aussi, de comprendre que notre identité est plurielle. Tu sais, comme je dis souvent, toute ma vie, on m'a demandé je viens d'où? Je dis, ouais, toi, tu viens d'où? Je suis comme, ben, de Limoilou. Ah, oui, ouais, mais tu viens d'où? C'est comme, ben là, je veux dire, avant ça, j'étais dans le ventre. Tu sais? C'est une bonne réponse. Et donc, j'ai immigré du ventre, tu sais. Ouais. Et donc, en fait, ce que je veux, c'est de normaliser la pigmentation, guillemets, de comprendre que quand on parle du Québec, de l'identité québécoise, qu'il y a cette identité afro-descendante et africaine qui est accolée à cette identité-là aussi depuis des siècles. Tu sais, là, on parle justement de cette idée-là, bon, d'avoir une diversité dans la représentation qu'on se fait de l'identité québécoise. Là, il n'y a pas longtemps, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est l'occasion de quoi, le mois de l'histoire des Noirs? Pourquoi ça existe, puis pourquoi c'est important, dans le fond? Moi, j'ai une drôle de relation avec le mois de l'histoire des Noirs. Parce qu'on en a besoin, parce que sinon, on n'en parle pas. Ouais. Mais, ultimement, il faudrait qu'on en parle tout court. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois qui nous permet de célébrer cette culture-là, qui nous permet de faire des activités, de concentrer un peu, d'amener l'attention vers cette culture-là, vers cette histoire, vers cette présence XY, tu sais. Mais je pense qu'il faut la localiser aussi. C'est-à-dire que tu fais le mois de l'histoire des Noirs, puis tu parles de Nelson Mandela puis Martin Luther King. Fine, c'est correct, tu sais. Rien contre ces personnes-là ou les gens qui décident d'en parler parce qu'il faut en parler. Toutefois, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mieux l'afro-localiser. C'est-à-dire en parler dans un cadre local. Qui sont nos leaders ici dans les années 1800, 1900? Comment vivaient les Noirs à Montréal? Le jazz, tu sais, Montréal, ville du jazz là, international. Ben, c'est à cause des Noirs qui étaient ici. Je veux dire, le jazz n'est pas né tout seul, là. C'est à cause des Noirs qui étaient ici. Et pourquoi les Noirs étaient ici puis ils ont fait le jazz? Ben, à cause qu'ils étaient exclus des bars sur Sainte-Catherine. Parce que le seul métier qu'ils pouvaient faire à l'époque, c'était porteur dans les trains. Puis qu'ils se sont rassemblés dans la petite Bourgogne, etc. Puis que de pouvoir voyager entre Montréal, New York, Chicago, Toronto, Halifax, Winnipeg, faisait que des éléments culturels comme le jazz a voyagé et s'est installé à Montréal. Donc le jazz, dont la ville de Montréal est tellement réputée, est née dans la communauté afrodescendante, afro-montréalaise, et parce qu'elle était exclue aussi, entre autres. Ouais. Et donc, mais ça, on ne sait pas. Tu vois,
Rufus Rocket qui fonde l'un des plus grands bars de jazz à Montréal entre 1928 puis 1975, qui était le Rockets Paradise. On n'en parle pas. Le bataillon numéro 2 de construction, qui était un bataillon ségrégué noir à la Première Guerre mondiale, parce que l'armée ne voulait pas d'avoir de noirs qui se battent, parce qu'on disait, ah non, mais vous savez, disent, vous savez, on les veut pas à cause des odeurs. Tu sais, dans les baraques, les odeurs, puis s'il fait chaud, puis il faut qu'on mange, tu sais. Et ça, c'est un haut commandant qui dit ça. Et vous savez, l'appétit d'un homme blanc est une chose particulière. Tu vois? Voyons. Tu vois? Mais on connaît pas ça. Non. Et Viola Desmond, celle qu'on appelle la Rosa Parks canadienne, parce qu'elle a refusé de se lever dans un cinéma à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. On la connaît que depuis qu'elle est sur nos billets de 10$, puis qu'on paye avec, puis qu'on doit s'en départir. Puis du coup, c'est qui? Tu sais? Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, pour revenir à la question du mois de l'histoire des Noirs, c'est important d'en parler, mais c'est important aussi que les gens comprennent, la majorité, que, je veux dire, nous, on le sait, c'est notre vie chaque jour, là. Tu vois ce que je veux dire? On est dedans. Nous, c'est l'année de l'histoire des Noirs, c'est la décennie de l'histoire, c'est la vie de l'histoire des Noirs. Tu sais? C'est dans nos vies. Et donc, il faut toujours se rappeler que le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour tout le monde. C'est le temps pour tout le monde de s'y pencher, de penser à que signifie cette histoire-là, quelles sont les inégalités systémiques aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait face encore à des inégalités systémiques, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes racisées qui sont mortes du COVID. Et ça, c'est pour ramener vers quelque chose avec l'actualité. Ouais. Et donc, il y a encore des traces de tout ça. Et donc, le mois de l'histoire des Noirs sert à ça, mais ultimement, je voudrais qu'on parle juste d'histoire, point, et que cette histoire soit incluse dans la trame narrative collective. Ça, tu sais, j'ai l'impression que la façon dont tu en parles, ça passe beaucoup par l'éducation, par le transfert de connaissances. Y a-t-il d'autres façons dont tu vois qu'on pourrait justement faire avancer ces causes-là ou aider les gens à mieux comprendre ou sensibiliser le monde? Ben, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de transfert de connaissances à travers tous les médiums possibles, mais tous les secteurs possibles aussi. Tu sais, comme admettons, prenons votre cas, une bibliothèque. Ouais. Eh bien, je sais, à chaque mois de l'histoire des Noirs, dans bien des bibliothèques, il y a toujours comme un stand où est-ce qu'il y a des livres qu'on peut consulter dans ce cadre-là. Ben, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet d'amener les gens vers des autrices, des auteurs noirs. Et programmer des conférences. J'ai tellement fait de bibliothèques, pas juste dans le mois de l'histoire des Noirs, mais dans toute l'année. Puis c'est ça aussi. Alors, je vais faire le lien parce que le piège de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, c'était de tout mettre en février. Ouais. Là, on fait un spotlight, on met tout ça, regardez, puis après ça, on ferme le spotlight, on ferme les rideaux, on passe à autre chose. Exact. Merci. Ouf, on l'a fait. On a la conscience tranquille maintenant. Ben oui. Puis tu sais, comme les gens m'appellent pour des conférences pour le mois de l'histoire des Noirs, puis j'ai plus de place. C'est comme, ah oui, mais vous voulez faire pour le mois de l'histoire des Noirs. Mais je suis comme, vous savez, ça va être pertinent en juin aussi. Hein? Les problèmes n'arrêtent pas après février. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que pour justement une institution comme la vôtre, ben, c'est entre autres, vous pouvez programmer des conférences, des activités, en dehors du mois de février aussi, souligner février, mais le faire en dehors aussi. Puis comme j'étais en consultance avec un musée, ou du moins je discutais avec des gens d'un musée une fois, puis je leur disais, l'embauche. Embaucher des personnes racisées. Je pense que c'est important parce que finalement, l'emploi permet de donner une stabilité à des familles, permet ensuite de tout ce qui en découle autour. Cette stabilité économique, sociale, permet une stabilité académique pour les enfants, permet tellement de choses. Donc je pense que au-delà de juste dire oui, nous allons parler de l'histoire des Noirs, ben embaucher des Noirs, tu sais. Puis pas juste des Noirs, je dis Noirs parce que, bon, on en parle de ça, mais que des Autochtones, des personnes racisées. Donc, je pense que, pour revenir à ta question, désolé, je vais mettre un point après cette réponse-là. Pas de problème. Mais, pour revenir à ta question, chaque secteur doit se sentir concerné. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses et de ne pas juste attendre que les choses se passent, de ne pas juste attendre que le gouvernement passe des lois, mais que les gens se sentent concernés eux-mêmes
même s'ils ne se sentent pas concernés, même s'ils ne se sentent pas touchés par ça. Et je ramène toujours l'exemple du sexisme. Le sexisme, on peut le combattre quand nous, les hommes, aussi se sentent concernés. C'est pas juste de mettre le poids sur les femmes. C'est comme tu mets le poids sur les personnes qui subissent l'oppression. OK, mais changez les choses. Ah oui, non, ouais, on est d'accord, ça tue pas de bon sens. Mais allez-y, changez les choses. Donc, c'est de le prendre sur nous aussi, puis de dire, bon, j'ai des mentalités à changer, j'ai des choses que je fais, des actions que je fais qui sont pas correctes, mais que j'ai été programmé comme ça. On a tous des programmations. Il faut être capable de se déprogrammer sur toutes ces questions-là si on veut avancer. Mais tant que moi, je me sens pas concerné par ces luttes-là, bien sûr qu'il manque un élément bon, le seul mot que j'ai, c'est la soupe. Il manque un élément dans la soupe. Ouais. Point. C'est pas la plus belle phrase à finir avec, là. Mais tu sais, justement, tu parlais de faire que tu fais des conférences, t'en fais un peu partout dans le monde. Tu peux nous parler un peu de ce travail, puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de pouvoir faire ça, tu sais, de voyager, Écoute, ça... Je trouve que c'est une de mes plus grandes richesses, de pouvoir voyager avec le rap. J'ai commencé avec une feuille puis un crayon, littéralement. J'étais dans mon cours d'histoire, c'est drôle, là, mais j'étais dans mon cours d'histoire en 1995, puis j'ai décidé que j'allais commencer à rapper. J'ai sorti une feuille, j'ai écrit un texte. Et 26 ans plus tard, j'ai fait le tour du monde. Puis le dernier endroit que j'ai visité avant la pandémie, j'étais au Népal. Au cœur de l'Himalaya. Puis comme, au pied, au cœur, je sais plus. Mais bref, je suis à proximité. T'es pas loin. Je suis à proximité de l'Himalaya, puis je le vois. Puis tu sais, la scène est dehors. Puis je rappe, puis je vois l'Himalaya au loin. C'est fou. Puis je dis aux gens, écoutez, je pense que vous comprenez pas l'émotion que j'ai en ce moment-là. J'ai commencé avec une feuille, puis un crayon, puis je rappe devant l'Himalaya. J'aurais jamais cru ça possible de ma vie. Et pour moi, ça, c'est de l'alchimie. Tu sais, à l'époque, le concept de l'alchimie, c'était de changer le plomb en or. Ouais. Hein? Eh bien, moi, c'est comme si j'ai changé le crayon de plomb en or, en ticket d'avion, en billet d'avion, tu sais. Et donc, pour moi, ça a été de transformer justement le rap en un métier, mais qui m'a fait déambuler sur la Grande Muraille de Chine. Le rap m'a fait marcher sur la Muraille de Chine, m'a fait voir le désert, m'a fait voir Times Square, Shibuya au Japon, le mont Fuji, tu sais. Mais tout ça avec le rap. Et donc, nonobstant les conférences, pour moi, c'est juste de pouvoir vivre ces expériences-là. Mais après ça, il y a tout l'élément, effectivement, conférences et concerts qui sont extraordinaires. Quand je suis en Inde, je fais mon show, puis les gens sont assis, puis je vois une madame âgée avec les mains dans les airs. Je suis comme, waouh! Tu vois? Il y a... Justement, quand j'étais à Fukuoka, avant de prendre mon train avec cette aventure mystique du livre, je faisais un concert entre deux centres d'achat. Tu vois, comme admettons, je suis à côté du centre Eaton, là, puis les promenades de la cathédrale. Puis il y a une petite scène, puis je suis là, puis mon show, il y avait un gros 9 personnes. Ils sont 9. 9 personnes âgées. Puis, ils sont là, puis ils m'écoutent, puis moi, je suis en train de rapper, puis je pense dans ma tête. J'avais pas la sagesse immobile à ce moment-là, je suis en train de penser, tu sais. Puis là, je suis comme, oh, mais qu'est-ce que tu parles? Je suis entre deux mâles, je suis en train de rapper, il y a 9 personnes, tu parles. Puis je suis comme, dude, t'es au Japon. Comme t'es au Japon, t'es en train de rapper au Japon, comme tu dis, yo, gère ta sou, comme on dit au quartier, c'est ça qu'on dit, gère ta sou, puis fais-le, apprécie-le, tu sais. Ouais. Puis tout de suite, ça m'a donné un regain d'énergie, je suis comme, yo, je suis au Japon. Puis tu sais, ce qui était fort, c'est que ces 9 personnes, on a un symbole à Limoilou, qui est un L avec les doigts, index majeur, puis le pouce. T'as 9 personnes âgées au Japon, qui parlent pas français, qui parlent pas anglais, mais qui ont leur L dans les airs. Qui représentent les Moilous. Tu vois? Oh, wow. Et donc, pour moi, ça vaut plus que 3000 personnes devant Tokyo. Je vois les personnes âgées, leur L comme ça dans les airs. Je suis comme, waouh! Tu sais?
Et donc, pour moi, c'est vraiment toute cette richesse d'expérience-là qui me nourrit. Puis tu vois, quand la pandémie est arrivée, là, ça fait 1 an aujourd'hui, j'ai jamais resté aussi longtemps à la même place dans la dernière décennie. J'ai commencé à sortir du pays en 2010 et depuis lors, j'ai jamais fait 1 an. Ici, je suis toujours parti, tu sais, que ce soit à l'intérieur du Québec ou en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Puis là, je suis comme, waouh, ça me démange. Là. Je vois les avions passer de chez nous, je vois des avions passer, puis à chaque fois, je suis comme, tu parles. Tu parlais justement de... Tu as commencé il y a un certain temps, tu as eu toutes tes expériences justement de voyager partout avec ton rap. Ça a-tu justement fait évoluer ton rap? Est-ce que ton rap a changé? Sûrement, là, qu'entre 95 puis aujourd'hui, mais de quelle façon ça a changé justement ces expériences-là? Ta façon de rapper, peut-être d'écrire? Ben, je dirais que ça m'a donné peut-être plus de matière pour rapper. Et pas juste de matière en termes d'expérience, mais en termes, je dirais, de référents. Parce que le rap, en tout cas moi, comment je l'aborde, c'est que c'est un enchevêtrement de concepts, d'idées, de mots, de référents historiques, sociaux, politiques, ou n'importe quoi. Et donc, le fait de voir autre chose, de vivre autre chose, me donne plus de billes dans mon bac pour pouvoir les assembler puis faire mon texte après. Et donc, je dirais que c'est beaucoup ça que ça a nourri, des expériences, des noms de villes, des... XY, de marcher dans la rue à Delhi, d'écrire un texte, j'écris des chansons, je marche dans la rue à Delhi, je les écris, tu sais. Ouais. Et donc, tout ça, veut pas, ça nourrit. Puis ce qui est particulier, c'est que quand je rappe mes textes, des chansons, j'ai souvent un flashback de où est-ce que j'ai écrit. Ben, j'écris en marchant, j'écris beaucoup à l'extérieur. Et donc, quand je rappe telle partie, ben, des fois, je pense à quand j'étais sur le quai en attendant le RER à Paris pour aller prendre mon vol. Après ça, quand je rappe un autre truc, ben, ça me rappelle Delhi quand je marche, puis il y a un mur rouge. Je le vois, il y a un mur rouge là à ma droite, là, puis il y a un arbre comme ça. Et donc, à chaque fois, partout, ça me nourrit un peu cet imaginaire-là. Puis tu sais, là, on parle de ton évolution, toi, là, en tant que rappeur. Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au hip-hop depuis longtemps, puis là, j'ai remarqué au Québec, ça a beaucoup évolué. Là, tu sais, on a des groupes qui sont très populaires. On pense à La Claire Ensemble, à Loud, qui sont plus ils passent dans les radios commerciales. Mais tu sais, l'autre fois, j'écoutais On dirait ce qu'on voudra avec Rebecca McConnell. Puis là, elle parle du nouvel album de Connaisseur Ticazo, que j'écoutais jeune, mais c'est du gros gangster rap. Puis là, on est à Radio-Canada. Puis là, on nous fait passer un extrait. Puis là, j'étais comme... on dirait que j'ai réalisé à ce moment-là, quand à Radio-Canada, on parlait d'un album de gangster rap. Que ça a beaucoup évolué. Toi, tu vois ça comment, justement, l'évolution du hip-hop depuis? Là? C'est assez particulier. Au Québec, tu sais, je parle au Québec. Oui, là. Au Québec. Oui, ben écoute, c'est comme le mois de l'histoire des Noirs. Je suis un peu... J'ai 2 visions qui s'entrechoquent. Je suis content que ça change. Parce que, comme je dis, 95, j'aurais jamais cru qu'on se rendrait là. Puis pour l'avoir vu ailleurs, parce qu'entre autres au Sénégal, le rap est accepté depuis les années 80. Tu vois, donc, admettons, j'étais ici où est-ce que je suis ostracisé, je suis marginalisé parce que je fais du rap, puis j'arrive au Sénégal, puis je fais des entrevues télé, puis je suis à la radio, puis je suis dans les journaux, puis les gens s'intéressent à ça, puis mon oncle âgé connaît le rap sénégalais, puis il s'ostine avec mes cousins qui sont plus jeunes, qui ah non, lui, je l'aime pas, mais lui, il est très fort, tu sais. Ouais. C'est accepté, puis t'arrives ici, c'est comme, ta tête a envie d'exploser, tu sais. Ouais. Et donc, je suis content qu'il y ait cette acceptation-là. Toutefois, j'ai un bémol. Et tu vois, je suis content que tu me dises que Rebecca parlait de connaisseurs. Ouais. Parce que il y a, de mon impression, des artistes qui sont un peu triés sur le volet, si on veut, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais on a déjà perdu beaucoup d'africanité dans le rap qui est mis de l'avant.
C'est vrai, tu sais, je disais la Claire, loud, ouais, c'est comme... Tu vois, et je le dis en toute honnêteté et en tout respect de ces personnes-là. Parce que c'est des, tu sais, à la Claire ensemble, c'est famille. C'est family. C'est des guys que j'ai vu grandir, des guys que j'aime, des guys avec qui on a ces discussions-là aussi, tu sais. Corias, grand respect, on se connaît bien. Lodge, on se connaît pas beaucoup, on s'est déjà croisés, mais respect à ce que Lodge fait. Tu vois, respect à tous ces gens-là qui font du rap, qui ont, comme on dit, ils ont payé leur 12 dans le rap. Tu sais, je veux dire, on les a vus dans les tranchées, là. Je veux dire, Corias, on faisait des shows, là, back then, à la Claire. La question n'est pas envers ces personnes plus qu'envers un système qui s'est senti à l'aise avec quand ces gens-là sont arrivés on the spot, si on peut dire. C'est-à-dire que le système se sentait vraiment pas à l'aise avec un connaisseur dans le temps. Se sentait vraiment pas à l'aise avec un Limoilou Stars dans le temps, tu vois. Et donc, pour moi, il y a une lecture de classe, une lecture de race, une lecture politique qu'on doit y voir. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Québec s'est dit le rap, ça fait pas partie du Québec. Ouais. Comme que dans le temps, quand ils voulaient faire le festival de jazz, Doudou Boissel, le premier à vouloir faire le festival de jazz ici, le maire Doré, Jean Doré, lui disait « Non, mais c'est pas la culture montréalaise, le jazz. Ouais. Ça fait pas partie du Québec, c'est pas notre culture. » Ouais, c'est ça, tu vois? On regarde aujourd'hui, ben, c'est exactement la même chose avec le rap. On nous a toujours dit « Non, mais ça, c'est pas nous au Québec, c'est pas notre culture, tout ça. » Mais tout d'un coup, que tu as des rappeurs blancs qui n'ont pas nécessairement un message politique, qui n'ont pas non plus, qui transportent pas le bagage des rues dont on veut pas parler, qu'on peut mettre de l'avant, ben là, tout d'un coup, il y a une explosion médiatique où est-ce que le rap est accepté. Ouais. Et moi, je le vois comme ça. Parce que, je veux dire, je laisse de la latitude à l'élément inconscient. Mais je sais qu'il y a un élément conscient aussi, où des gens se sont dit ouf, tu vois. Et je parlais avec Dramatique de Mosaïen cette semaine, puis il me disait c'est comme si le système les attendait. Tu vois, c'est comme si le système avait hâte. Et ce qu'il faut comprendre de particulier dans tout ça, c'est que pour nos communautés dans le temps, je dis nos communautés, oui, afrodescendantes, oui, racisées, mais oui aussi les eurodescendants qui ne fitaient pas dans le modèle homogène de classe. C'est-à-dire que, tu sais, des jeunes, des quartiers qui n'ont pas le parcours classique, mais qui ne se retrouvaient pas dans le système. Ils se sont retrouvés dans le rap. Et le rap nous a donné une voix. Ouais. Le rap nous a donné une voix quand on n'avait pas de voix, quand on ne se voyait pas à nulle part. On a fait du rap. Et là, c'est comme si notre voix, du moins le véhicule dans lequel on a trouvé notre voix, on s'est fait extirper notre voix par le système. Encore une fois, pour ma part, c'est le système que je mets sur la sellette plus que les rappeurs. J'écoutais un podcast l'autre fois sur, ça s'appelle Rap Carcéral, Radio-Canada. Puis c'est comment, tu sais, il y a des gars qui ont fait des crimes, qui ont payé leur dette à la société, mais qui sortaient, qui voulaient faire de la musique, puis qui n'avaient pas le droit. C'était interdit parce qu'ils disaient, qu'ils faisaient la promotion de la violence. Mais ces gars-là, ils font quoi après? T'sais, ils sortent de la prison, ils veulent se lancer dans de la musique, dans une pratique artistique, justement, leur voix, puis là, on leur coupe, on leur enlève le tapis sous le pied. Ouais. Qu'est-ce que les gars vont faire? Ils vont retourner dans le Je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vu toute ma vie. Ouais. Des gars qui sont talentueux, font du rap, mais que bon, je veux dire, ils essaient de se faire rencontrer les fins de mois, tu sais, puis ils font des niaiseries, ils se font prendre, mais là, ils se disent, ah non, moi c'est fini, je vais me concentrer dans le rap, la chose dans laquelle je sais que je suis bon. Puis on les empêche de rapper, on est en train de tuer les chances de réhabilitation. Tu sais, quand on nous parle de notre système, on veut nous faire croire que le système est fait pour la réhabilitation, là. Fuck toi. Ben pas vous, là, mais excusez-moi, je sais pas quel est l'âge de nos auditrices, auditeurs, mais je vais le dire comme ça, parce que je veux dire, je l'ai vu, comment il y a des bâtons dans les roues à la réhabilitation post-carcérale. Je veux dire, notre société est pas bien faite pour ça. Et donc, justement, que des juges décident, ah non, tu peux pas faire de rap parce que tu vas rencontrer des ci, des ça, tu vas dire ci, ça, quand cette personne, c'est tout ce qu'elle a pour se raccrocher. J'en ai vu des gens chuter à cause de ça. C'est sûr.
pour changer un peu de sujet, tu as écrit un manuel sur la rédaction de chansons hip-hop à l'ombre des feuilles. Puis moi, je me demande si on en fait ici, on fait de la pédagogie, on fait des ateliers. Est-ce que tu trouves que le hip-hop est un outil pédagogique qui est peut-être sous-estimé? Mettons, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui... Je pense Est-ce que tu en vois des résultats, tu sais, quand tu fais mettons, des ateliers avec des jeunes sur l'écriture hip-hop et tout? Oui, écoute, je donne tellement d'ateliers d'écriture, puis je vois la différence. Puis je pense que le rap est effectivement un outil pédagogique, mais tellement sur plusieurs aspects. C'est-à-dire, il y a l'aspect, excusez-moi, peut-être plus, j'aurais envie de dire émotionnel ou émotif, ou finalement permet de donner un véhicule de communication à ces jeunes. Tu sais, par exemple, j'étais dans une école une fois à Montréal. Je donne l'atelier d'écriture. Puis, dans l'atelier d'écriture, il y a une portion pratique. Les gens écrivent. Puis, à la fin, je demande toujours, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager? Ils ne sont pas obligés de le faire. Je dis, est-ce que vous voulez partager? Il y en a un qui lève sa main. Il se lève, il vient, rappe son texte. Puis, le texte, c'est bon. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, les gens capotent dans la classe. Je dis, ah bon, oui, c'est vrai, c'était bon. Tu sais. Là, le cours finit. Puis j'entends de la commotion dans le corridor, puis je regarde, puis tout le monde est autour de lui, comme « Ah, t'as parlé! » Je suis comme « OK. » Mais sans plus, tu sais, je me pose pas plus de questions. Puis sur l'heure du midi, je suis au resto, puis je croise la prof. La prof, elle me dit « Je pense que tu comprends pas ce qui vient de se passer, là. Ce jeune-là parlait pas. Il parlait pas. On était en train de rencontrer les parents pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'il parle de l'année. Oh my God. Puis on est genre au printemps. C'est la première fois qu'il parle de l'année. Et ça, c'est le rap. C'est le rap qui l'a amené à livrer quelque chose. C'est magique, là. Ah ouais, j'en ai des frissons encore une fois. Non, c'est extraordinaire. Moi-même, je capotais. Je l'ai vu aux États-Unis aussi. Aux États-Unis où j'étais à Anacostia, à Washington, qui est un quartier comme un quartier chaud là-bas. Puis, je donne mon atelier et je suis pas mal sûr que j'en parle dans l'ombre des feuilles, même cette anecdote-là. Je donne l'atelier, puis je trouve que les jeunes sont tranquilles. C'est comme ils écoutent, mais ils parlent pas beaucoup. J'étais comme, bon, OK, tu sais. Mais je vois la prof après, puis elle a les larmes aux yeux. Elle a envie de pleurer, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est la première fois de l'année que je les vois attentifs. C'est la première fois que je les vois prêts à écouter dans le cours, puis qu'ils sont pas en train de me foutre la pagaille, tu sais. Et donc, pour moi encore, c'est parce que je parlais leur langage. Je parlais hip-hop, qui est un langage universel. Partout à travers le monde, les gens parlent hip-hop, tu sais. Et donc, il y a cet aspect-là individuel ou, tu sais, émotionnel. Il y a cet aspect de communication. Mais il y a cet aspect aussi de transmission. C'est-à-dire que expliquer une métaphore à un jeune à travers le rap, je me rends compte qu'il la retient plus qu'à travers un ronsard, admettons. Puis, tu sais, je dis pas ronsard, là. Fais pas un diss track contre moi. Par Ouija. Respect à ronsard, mais je veux dire, c'est ancré dans le temps. C'est ancré dans leur temps, dans leur époque, dans leur mouvement. Et donc, quand je leur parle de métaphores à travers le rap, tout d'un coup, ça les allume. Je leur parle de comparaison à travers le rap, ils se cassent les méninges. Ah oui, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est les jeunes qu'on n'entend pas dans la classe qui réagissent, qui répondent aux questions. Les jeunes qui d'habitude sont les, entre guillemets, les bombes. Je fais des guillemets avec mes mains en passant. Donc, qui sont considérés comme les 10 bombes, là, c'est eux ou elles qui réagissent, tu sais. Et donc, pour moi, encore une fois, le rap a cette force de transmission-là qui est encore sous-estimée, mais qui est quand même mise de l'avant. Au nombre de demandes d'ateliers d'écriture que j'ai par année, par semaine, par mois, je comprends qu'il y a cet intérêt de faire entrer le rap dans les classes, là, versus il y a 15 ans, tu sais. Ça, c'est cool. Ça va peut-être avec l'évolution aussi de l'acceptation qu'on a de plus en plus du rap. Là. Ouais. Fait que, mettons conseil, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui ont justement, qui sont dans leur classe d'histoire ou dans une autre classe, qui ont un crayon, un papier, puis j'ai envie de faire du rap. Tu leur dis quoi, mettons? Écoute ton cours. Je m'attendais pas à celle-là. Comme yo, écoute ton cours. Moi, j'étais en histoire, j'étais bon. En histoire déjà. Non, je déconne, là, mais
Mais non, pour vrai, écoute ton cours. C'est vraiment un bon conseil. Mais néglige pas l'école. Et avant d'aller dans le conseil même de rap, néglige pas l'école. Pour moi, l'école a toujours été une chose très importante. Et ça m'a permis, au final, de vivre du rap. Parce que quand je pouvais pas vivre du rap, c'est l'histoire qui me faisait vivre. Parce que je travaillais sur un lieu historique, je faisais des visites guidées. Donc, j'avais un boulot qui pouvait subvenir à mes besoins, qui me permettait de faire du rap sans me stresser. Versus bien des gens que je connaissais qui ont décroché très rapidement de l'école parce qu'ils disaient « Ah, moi, je vais faire du rap », puis qui finalement se retrouvent dans les dites niaiseries dont on parlait un peu plus tôt, tu sais, parce que tu as un stress. C'est comme « Faut que je mange, mais il y a de l'argent qui rentre pas, tu vas le chercher où, l'argent? » Ben, c'est ça. Ouais. Et donc, oui, de ne pas négliger l'école. Tu peux faire les deux. Ça se fait, je l'ai fait longtemps, tu sais. Mais si on veut aller d'un point de vue plus pratique ou technique par rapport à la pratique même, il n'y a pas de place pour ça me tente pas. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ça, moi, j'ai retenu. C'est super motivant, en fait. Mais il faut bosser. Ouais. Il faut bosser. Puis tu sais, même les sportifs, je sais plus trop si c'est au football ou je sais que c'est en sport, ça se dit beaucoup, c'est que en anglais, ça dit « work beats talent every time ». C'est-à-dire que le travail bat le talent à chaque fois. T'es talentueux? Fine. Mais tu dois travailler. Ouais. Tu dois travailler puis peaufiner ton talent, sinon t'es juste talentueux dans ton salon, là. Tu sais? Excusez-moi. Et donc, c'est boulot. Boulot. Travailler. Écrire. Rapper. Parce que au final, écoute, après 5 ans de l'avoir fait, là, c'est comme les 10 000 heures de vol XY, là, tu sais. Après 5 ans de l'avoir fait, oui, ça peut être bien. Mais ça peut être mieux. Je te le garantis. Puis après 10 ans, ça peut être bien. Mais ça peut véritablement être mieux. Donc, il faut bosser. Puis, pour moi, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et on le voit beaucoup dans le rap aujourd'hui, le rap moderne, là, les gens le font pour l'argent. Mais c'est pas très bon non plus ce qu'ils font. Okay? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le faire parce que tu aimes le faire. Et ça, c'est pour toute chose, quelle que soit la chose dans laquelle on se lance, il faut le faire parce qu'on aime le faire, parce que c'est ça qui te fait traverser les moments difficiles. Tu sais, c'est comme la vie, là, on le sait, c'est des hauts puis des bas, c'est pas une ligne droite. Mais quand tu es dans un creux, si, admettons, tu le fais pour l'argent, là, quand tu es dans le creux, tu fais pas d'argent, à un moment donné, tu vas passer à d'autres choses, tu vas être tanné. Si tu le fais pour être connu, tu es dans un creux, tu n'es pas assez connu, à un moment donné, ben, tu passes à d'autres choses. Mais si tu aimes le faire, quand tu es dans le creux, c'est tout ce qui te reste, le faire, tu vois? Donc, tu vas le faire parce que tu aimes le faire. Tu es dans un creux, tu vas bosser pareil. Mais c'est ça qui va te sortir du creux, qui va t'amener dans une phase plus haute, puis qui va t'amener dans un creux un peu plus loin, parce que, je veux dire, c'est ça, tu sais, puis il y a une phrase que je dis dans une chanson qui s'appelle Rap Keb. Je dis et on se bat pour l'amour de fight, car la victoire, l'avant-goût de la prochaine défaite. C'est-à-dire que la victoire est l'avant-goût de la prochaine défaite. Ça alterne, on gagne pas toujours. On perd aussi, mais on perd pas toujours, on gagne aussi. Donc, ton moment de victoire est un peu le sentiment qui précède la prochaine défaite. Mais le moment de défaite est le sentiment qui précède la prochaine victoire. Et donc, c'est d'être capable de comprendre ces hauts et ces bas-là. Mais comme je vous dis, c'est parce qu'on aime le faire. On se bat pour l'amour de fight. On ne peut pas se battre physiquement, là. On se bat juste métaphoriquement. On le fait parce qu'on se démène à le faire, parce qu'on aime le faire. Et c'est ça qui nous fait traverser les moments difficiles. Merci. Fait que sur ces paroles de sagesse, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels, ben là, tu as parlé tantôt d'un podcast que vous préparez. Y a-t-il d'autres projets sur lesquels tu travailles, dont tu voudrais nous parler, ou où est-ce qu'on peut te trouver aussi si jamais on veut te suivre, puis savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, puis qu'est-ce que tu fais de nouveau? Oui, ben, je travaille sur plusieurs projets en même temps. En ce moment, il y a la traduction, cette fameuse traduction-là. Ouais. En ce moment, vous écoutez, regardez l'heure. Et s'il est 8-9 heures, là, dites-vous que je suis en train de faire ça. En ce moment. Donc, il y a la traduction qui devrait sortir, d'après moi, l'année prochaine. Il y a le podcast aussi qui devrait sûrement sortir l'année prochaine sur Radio-Canada. Et aujourd'hui même, jeudi 11
Mars. Merci. J'allais dire 11 septembre. Je suis comme ça, mais c'est pas septembre. Mais 11 mars, il y a un nouveau projet que j'ai mis sur pied avec l'Ampli de Québec, qui est comme une école de musique de formation, et Coyote Records, qui est l'étiquette avec laquelle je travaille. On a mis sur pied un programme pour accompagner des artistes autochtones et racisés pendant près d'1 an. C'est-à-dire qu'à Québec, puis je pense qu'on peut étendre ça au reste du Québec, il y a un manque de représentativité criante et dans toutes les sphères. Puis on s'est dit, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Et ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un appel à candidature qui sortait aujourd'hui. Et on va sélectionner 5 personnes. De toute pratique musicale confondue. Parce que bon, si t'es sculpteur, je pourrais pas faire grand-chose pour toi, là. Respect à ton craft, mais en musique, tu sais. Ouais. Et donc, on va offrir des formations, que ce soit d'écriture, musique, si tu joues d'un instrument, du studio, des formations en booking, management, réseaux sociaux, entrevues. Nice. Puis, après, on va faire un EP à chacune de ces 5 personnes-là, au studio de l'Ampli, accompagner un lancement, pour leur donner l'expérience, pour pouvoir mieux professionnaliser leur pratique artistique, puis essayer de les insérer dans le pipeline médiatico-culturel de Québec, pour pouvoir changer ce canevas-là et que la population puisse entrer en contact avec ces jeunes-là, voir d'autres artistes et sortir les personnes racisées et autochtones de la catégorie musique du monde. Ouais. Parce que c'est toujours comme musique du monde traditionnelle, mais attends, je veux dire, dude, il joue de la guitare, point, là. Tu sais, comme à quel point est-ce que tu te sens obligé de le mettre dans musique du monde, tu sais? Et donc, c'est un peu tout ça, en fait, c'est vraiment de donner cette chance-là à des artistes. Puis, idéalement, on va voir, bon, c'est la première année, puis ça commence, mais ce que j'aimerais, c'est en faire quelque chose de récurrent pour contribuer à ces formations et cette professionnalisation-là de ces jeunes. Mais ces jeunes, c'est entre 18 et 35 ans. Là. C'est pas juste en début de carrière. Là. Ah, mais c'est un super cool projet pour vrai. Puis je pense... l'impact, je le vois directement. Là, tu le fais... Espérons, en tout cas. Oui, vas-y. Les gens qui veulent plus d'informations, vous allez sur mon site internet, websterls.com. C'est le même handle pour Facebook, Instagram, Webster LS pour les Moilou Stars. Donc, vous voulez plus d'informations sur le programme de l'Ampli, si vous êtes dans la région de Québec, vous pouvez passer par là aussi. Et puis on va rajouter nous aussi, dans le fond, dans la description de l'épisode, là, on va ajouter les liens pour que les gens puissent aller directement. Excellent. Hey, mais un gros merci pour vrai, c'était vraiment le fun. Merci pour ta générosité, vraiment, c'était passionnant de t'entendre sur tous les sujets. On voit que tu es une personne passionnée. Merci beaucoup à vous deux, merci pour vos questions aussi, puis ça m'a fait plaisir de pouvoir parler livres. C'est rare, j'ai l'occasion, je pense que c'est pour ça que je déborde un peu, je jubile. Ah non, c'était de la générosité, moi j'ai vu ça comme... Merci beaucoup. Merci, Webster. Peace. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine.